La rubrique à la barre, bien sûr, reçoit ce matin André Banakani, président du NMP, parti politique qui était d'ailleurs aux élections municipales, il faut le préciser d'ailleurs au cours du 9 février dernier. Comment se porte le NMP, président? Ça va, petit bonhomme de chemin, sans complexe, en toute humilité, sans rêverie. Ce qu'il a fait, on le fait. À chaque jour suffit sa peine. On avance. Vous avez fait un coup d'essai, il faut le dire, le 9 février dernier. Comment est-ce que vous avez ressenti tout cela? Non, très bien, très bien. S'il n'y avait pas eu les aléas structurels de notre vie politique, nous aurons aujourd'hui des conseillers à Douala deuxième. Mais la loi électorale, quand elle est couplée à un déficit de culture et de gentlemania politique, amène les uns et les autres à réduire la politique à un ring de sauvagerie où on peut confondre la conquête des voix, n'est-ce pas, et l'arrachage des voix. Donc vous dites qu'on vous arrachez des voix de ce côté-là? Nous sommes aujourd'hui à plus de 5%. 5% normalement vous donnerez un conseiller municipal, au moins. Donc voilà, nous sommes très fiers. Un premier coup d'essai, on a fait ces résultats. Aujourd'hui, nos cautions vont être remboursées. Et nous aurons même désormais accès au financement public. C'est pas très mal, on se contente de ça. Et on continue le combat. Au cours de l'élection municipale du 9 février dernier, vous avez apporté un projet, les mairies du 21e siècle. De l'avis de plusieurs experts, on était l'une des forces les plus innovantes en matière de thématique, en matière programmatique durant la campagne. Donc ça nous a fait plaisir. Nous avons innové avec la mairie du 21e siècle, qui est une mairie qui est un concept de mairie qui intègre les grandes mutations globales qui travaillent le monde. Et d'ailleurs, cette soi-disant pandémie, nous l'avons prévenu, nous l'avons dit dans notre programme. Allez fêter, vous allez voir. Donc nous avons intégré toute cette dimension globale pour inventer la mairie du 21e siècle. La mairie du 21e siècle n'a rien à voir avec celle du 20e siècle. La mairie du 20e siècle était un appendice de l'État. Oui. C'est-à-dire à la limite même un faire-valoir de l'État. C'est-à-dire une espèce de coursier de l'État. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. N'est-ce pas? La décentralisation suppose, n'est-ce pas, que les maires non seulement soient pleinement conscients, n'est-ce pas, de leur mission, mais que les moyens qui sont mis à disposition soient mobilisés à temps. Non seulement pour régler les problèmes de la population, mais aussi mobiliser la population à la base, n'est-ce pas, pour qu'elles soient des acteurs pleins, n'est-ce pas, de la dynamique municipale. Avant, le maire ne pouvait pas se tenir devant une autorité administrative. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, du moins du point de vue de la loi. Oui. Ce n'est plus le cas. La mairie, le maire, c'est une entité, c'est une institution au niveau de la base qui désormais a des rapports, n'est-ce pas, purement légaux, des rapports purement légaux avec l'autorité administrative. Oui. Donc c'est une grande avancée dans notre pays. Maintenant, il faut traduire ça dans la culture, dans les mentalités. Vous allez garder ce projet pour les 5 années qui viendront? Oui, on travaille tout dessus. C'est un concept. On a été extrêmement avant-gardiste. Je vous dis que cette pandémie, ce qu'on appelle pandémie aujourd'hui, c'est inscrit dans ce projet. Nous avons le concept du 21e siècle, innove en le sens que c'est la mairie globale. C'est un concept de mairie globale. C'est-à-dire qui intègre les paramètres globalisateurs, oui, le paramètre international, le paramètre continental, le paramètre sous-régional, le paramètre national et le paramètre même de la municipalité. Vous intégrez tout ça dans une dynamique et vous avez ce qu'on appelle le maire du 21e siècle. Vous êtes prêt à travailler avec la municipalité de la deuxième? Je n'ai pas besoin d'être dans la municipalité pour faire ce que je fais à la deuxième. Tous les combats que nous menons depuis 10 ans, et on a eu besoin d'une autorisation pour le faire. Nous n'avons pas eu besoin d'un partenariat de fait, n'est-ce pas, avec qui que ce soit pour le faire. Nous sommes à l'avant-garde d'un combat. Tout le monde voit les fruits. Les fruits, moi, ça me suffit. Ça me suffit. La politique, ce n'est pas forcément des essais, un mandat électoral. C'est bien d'en avoir. Oui. On ne fait pas toujours la politique avec un mandat électoral. Beaucoup de grands hommes qui ont marqué l'histoire n'ont pas eu de mandat électoral. La plupart des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Donc la seule légitimité en politique qui va, ce n'est pas une légitimité électoraliste, encore qu'elle est conçue de façon primaire dans nos États qui sont dans des dynamiques de libération néocoloniale. Le concept de légitimité politique, du point de vue électoral, est primaire. Et on voit dans quel impasse nous nous trouvons à cause de cette tendance à répéter, à consommer comme des idiots les concepts qui nous viennent de l'étranger, de l'Occident. Il y a la légitimité traditionnelle, il y a la légitimité historique, il y a plusieurs types de légitimité qu'il faut savoir, n'est-ce pas, intégrer dans un grand projet de rénovation démocratique dans nos pays, oui, n'est-ce pas, qui soit une démocratie de la libération, n'est-ce pas, mais qui en même temps assume, intègre les apports de la modernité, mais aussi garantit que nous ne sommes pas des déracinés.
Parce que nous avons une longue histoire politique, une longue histoire institutionnelle, qui fait que on ne comprend pas comment est-ce que les friperies démocratiques, comme ce qu'on nous vend là, des friperies, n'est-ce pas, nous soyons à misérer, comme on est en train de voir là sur le plan politique. Par rapport à ça, je voudrais dire, pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Vous savez que très peu de personnes peuvent me regarder dans les yeux et me donner des leçons en matière de démocratie. Je suis allé en prison plusieurs fois dans ces pays pour la démocratie, quand certains ne pensaient même pas, ne comprenaient même pas ce que c'est. Quand on vous parle des droits de l'homme, on vous amène les vieilleries du 19e siècle, complètement dépassées. Quand on parle des droits de l'homme, quel rapport on fait dans un monde où votre génome humain, votre ADN est confisqué et monopolisé par des firmes, par des groupes de prédateurs, de criminels, qui en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ce que vous avez de plus intime, ils en font ce qu'ils veulent. Et, alors, et pendant ce temps, on vous donne des vieux droits de l'homme, la friperie, vous vous entretuez dessus, alors que le vrai pouvoir est dans les mains de personnes que nul ne contrôle. Et nous avons cette affaire qu'on appelle le coronavirus. D'autres vagues d'ailleurs sont prévues. Donc, vous voyez, quand on pense démocratie, il faut penser, les vrais enjeux sont là. Justement, parlant. Et pas dans des chimères électoralistes qui visent à remplacer des oligarchies par d'autres oligarchies encore même plus incompétentes. Justement, parlant il faut le dire, du système politique au Cameroun, en 2018, vous avez fait partie, il faut le dire comme ça, du G20. Qu'en est-il aujourd'hui? Je n'aime pas y revenir parce que tout ce que j'ai dit en 2018, les faits m'ont donné raison. On n'avait qu'à voir dans quel état se trouvent tous ceux qui étaient dans des dynamiques d'alternance. Ils se chamaillent aujourd'hui, ils se bouffent partout. Donc, vous ne faites plus partie de ce G20? Non, j'ai dit... Vous avez mis à l'écart, non, carrément. j'ai dit ceux qui ont fait des campagnes pour inciter le président Balakani, qu'il a pris de l'argent. Il a pris 20 millions. Des gens avec qui j'ai dois en main, qui étaient proches de moi, pour aller faire des campagnes, pour dénigrer quelqu'un. Mais on sait aujourd'hui ceux qui ont pris l'argent. Vous n'avez qu'à voir la situation. Donc vous avez des personnes quand même qui ont pris de l'argent lors de ce... Je ne peux pas... Ceux qui prennent l'argent, je le demander. Moi, avez-vous dit un jour que tel a pris de l'argent? Mais ceux qui accusent des gens, par la calomnie, parce qu'ils sont petits, ils sont tellement petits, ils pensent que les gens sont comme eux. Et le président Balakani a fait ça pour de l'argent. Depuis 2011, je soutiens le président Biya. Pour des raisons que j'ai suffisamment explicitées. Je ne suis pas du RDPC. Mais qu'aujourd'hui, des gens qui ont été ministres et qui ont cherché, qui ont supplié pour être ministres, qui ont fait des courbatures les plus honteuses pour être ministres, et qui ont passé 7 ans pour certains, d'autres ont passé du temps, d'autres mangent dans les mains de ce régime. Vous voyez des gens comme ça nous donnent des leçons. Ils nous disent qu'aujourd'hui, le président Biya, c'est le diable. Mais moi, j'ai jamais travaillé avec personne de ce régime. Jamais. Et comme je dis tous les jours, jamais je n'ai pris 5 francs. Il n'y a aucune trace. Je suis l'un des hommes politiques camerounais les plus propres. Bon, ça choque certains. Ça choque des jaloux. Qui veulent à tout prix mettre pour certains des présidents Balakani. Ils en cherchent depuis 20 ans. Il n'y a aucune trace. On ne peut pas être d'accord avec un régime. Mais pour l'intérêt du pays, on le défend. Est-ce qu'il faut apprendre ça au Cameroun? Non, pas du tout. C'est compliqué à comprendre ça. Mais c'est tout ce que nous faisons. J'ai été très fier. Je suis très fier de ce soutien parce que tout ce que j'ai dit en 2018, regardez les faits. Les alliés d'hier, écoutez les invectives qu'ils se balancent aujourd'hui. Une question que vous posez. Non, je vous allez vite en perdant. Permettez-moi, c'est vous le patron ici. Permettez-moi de m'expliquer. Allez, je vous suis. C'est-à-dire, en politique, on parle des faits. On ne parle pas de la jalousie, des humeurs des gens et tout et tout. Prenez le cas de mon ami, pour qui j'ai beaucoup de respect, Paul Rikinger. Quand il est allié de M. Kamto, ce qu'il dit aujourd'hui contre Kamto, contre le président Kamto, c'est ce que je lui disais. Il a fallu combien de temps pour qu'il se rende compte que ce que moi je lui disais, c'était la vérité. On a payé ça très cher, les calomnies, les dénigrements de bas niveau. Mais c'est la politique. J'ai le cuir épais et on avance, la tête haute. En tout cas, en politique, il faut toujours avoir le cuir épais. Oui, on vous connaît également. On sait également là où vous avez vécu. Là-bas, il faut pas. On ne vit pas n'importe comment. Moi, je veux savoir, dans le G20, quand même, vous avez quelques personnalités qui sont devenues ministres, qui étaient vos amis lors du G20. Allez, qui vous a dit que quand on est ensemble en politique, quelqu'un est forcément un ami? Un ami, c'est quelqu'un que vous connaissez. Oui. Vous partagez ce que vous avez de plus cher et de plus intime. Avec un ami, on n'a pas de conflit d'intérêt. Avec un ami, on n'a pas de conflit de leadership. Avec un ami, on partage tout. Et l'amitié, c'est quelque chose qui commence quand l'argent est derrière. Quand les conflits primaires sont derrière, l'amitié commence. Mais dans la politique au Cameroun, dans le monde... Dès qu'il y a l'argent, il y a... Non, la politique est tellement satanisée. Oui. Les gens sont tellement petits que gare à vous qui avez des amis.
Garde à vous. Donc, c'est parce que j'étais au jeu avec des gens qui sont mes amis. Je n'ai pas cette prétention. Moi, je suis à mon petit niveau. Je suis resté chez moi, il est venu me chercher. Je suis le seul membre du G20 qui dit ça depuis 2018. Hein. Tu le sais, non? J'étais chez moi, il est venu me chercher. Le pouvoir, il me chercher. Le président a besoin de toi. J'ai dit, mais pourquoi on a besoin de moi? Il dit, le pays est en danger, voici le fait. Il dit, ok, ça me va, parce que le pays est vraiment en danger. Je l'ai fait en 2011, je le fais encore aujourd'hui. Mais écoutez, moi, je ne parle pas d'affaires d'argent avec vous. Je ne parle pas d'affaires de poste avec vous. C'est connu. Ils le savent à Yaoundé, c'est connu. Mais mes ennemis... Donc vous ne vous attendiez pas à quelque chose. Mes ennemis font semblant de ne pas voir ça. Les faits sont là. Depuis que j'ai dit ça, vous avez entendu quel ministre démentir. Depuis que je parle, vous avez entendu quel démenti. Même dans les réseaux sociaux, même pas calomnier pour dire qu'ils ne peuvent pas. Parce que j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Il y a des éléments pour prouver que vous n'avez pas dit là avec le gouvernement. Je dis qu'il y a des preuves de ce que j'ai dit. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des preuves de ce que je suis en train de dire. Bon, alors, et les fonds ont démontré au Cameroun que ceux qui accusent les autres d'avoir pris de l'argent sont ceux qui prennent de l'argent. Il y en a qui cherchent même qu'on les donne. Ils ne voient pas. Et par aigreur, ils accusent les autres qui refusent l'argent. En 2011, qui a soutenu le président Biya, j'ai gagné quoi alors? De 2011 à 2018. J'ai eu un poste, j'ai eu de l'argent. Ceux qui insultaient le président Biya pendant la campagne présidentielle en 2018. Et en 2011 également. En 2011, vous vous souvenez? Oui, justement. Le pactole de 5 milliards débloqué au cabinet civil. Les qui ont pris l'argent. Quand le ministre Chiroma, à l'époque Minicom, a débarqué à Douala pour être dans les salles de rédaction, il est ressorti, ses poches étaient pleines. Quand il est ressorti, elles étaient moins pleines. Dans tous les médias, je prends seulement le cas des médias, tous les hommes politiques, en commençant par les partis politiques qui étaient contre le président de la campagne, sont passés à Hilton pour aller chercher, pour aller prendre de l'argent. D'autres même cogédaient l'argent avec le feu Belinga et Boutou. Je le dis depuis longtemps. Vous avez vu qui me démentit. Vous parlez de quoi? Cet état-là, quand vous prenez les choses d'état du Cameroun, c'est un état, hein, contrairement à ce que les gens racontent. Il y a de la trace. Tous les états fonctionnent comme ça. Vous vous attendiez. Si vous dépassez une certaine ligne rouge, on vous rappelle à l'ordre. C'est pas compliqué. On vous dit que tu sais que... On fait un petit mouvement, toi tu comprends que tu vas te taire. Parmi ces personnes, en tout cas, qui ont pris, en tout cas, un strapontin du côté de l'État... Je ne vous ai pas dit que tu es la pris là. J'ai dit que je parle de moi. Non, je suis d'accord. Vous dites que vous n'avez pas pris. Voilà. Non. Ce débat est trop bas. Ne faites pas ça. Ne réduisez pas la politique à la misère. Oui. Les gens veulent réduire la politique à une misère pour que ça les aide. Il y a des lobbies qui ont intérêt à ça. Oui. Il y a des lobbies au Cameroun qui veulent réduire la politique à ce que vous voyez là. Mais il y a quand même, le Cameroun, c'est quand même un pays terrible. La plupart des gens qui sont les anti-biaïstes primaires le jour, tous, la plupart, sont membres du comité central. D'autres sont parrainés par les barons du comité central. D'autres sont les enfants, les boys, les garçons de course des ministres à Yaoundé. C'est connu. La plupart de vos médias privés, vous voulez qu'on parle de ça, sont parrainés par les qui? Tu ne le sais pas, M. Ngos. Tu le sais. On est là toi, tu le sais. Non. On est là pour parler. Donc, et voilà dans un pays, oui. Ces médias-là qui font des campagnes contre les gens comme Malakani parce qu'on refuse d'entrer dans leur lobby, taisent, protègent leurs parrains. Que sont membres du comité central. En tout cas, ce ne fait pas le cas du DBS de Steve Ngos, vous le savez. Quel est ce pays? mais le cas le plus grave, c'est le cas du président Kamto. Si le président Biya, c'est le diable, et que le soutenir, c'est on doit vous tuer. Mais pourquoi on peut soutenir, apprécier, vendre quelqu'un qui, lui, a été ministre 7 ans? Mais ce n'est pas la sorcellerie. En plein jour. Si vous dites, voilà le Cameroun, ben, il faut être fort comme nous. Il faut avoir les épaules solides pour assumer, pour soutenir le président, en regardant les gens dans les yeux. Parce que moi, je ne mange pas la nuit avec le régime. J'appelle le soutien le jour. La nuit, je dors chez moi. Ceux qui mangent avec le régime, et dont toutes les richesses viennent du régime, il faut faire très attention. Moi, je me rappelle, quand la crise ambazonienne commence, à l'époque, là, au début du commencement, j'avais encore quelques amis qui étaient de ce coin-là et qui, de temps en temps, me consultaient. Ils font des réunions stratégiques, et après le jour, je me dis, mais j'observe dans les comptes rendus médiatiques, qu'à leur réunion stratégique, vraiment, il y a un certain média dont j'étais le nom. On est en 2016, début de la crise. Les gens vous écoutent. Je leur ai dit, votre affaire là, foutu. On est où aujourd'hui? Parce que les gens font semblant de ne pas comprendre le jeu politique au Cameroun. Beaucoup de gens qui braillent là-dedans, y compris les médias, qui se passent pour les médias les plus opposés au régime de M. Biya, sont des pions que le régime instrumentalise. Allez le voir par leur parcours, par la manière dont ils ont acquis certaines richesses dans tous les États du monde.
On n'atteint pas un certain niveau de richesse sans que l'État vous appuie. Et c'est encore plus vrai dans les avancées, dans le niveau atteint aujourd'hui par le capitalisme. Lénine appelait ça le capitalisme monopolistique. Capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui fait le capitalisme. Dites dans tous les pays du monde. Mais regardez votre pays. Comment les gens deviennent riches chez vous? Regardez, allez voir comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, quel est donc votre regard aujourd'hui sur la politique au Cameroun? C'est un regard... Avec tout ce qui s'entend d'ailleurs depuis quelques mois aujourd'hui. Sans émotion, sans état d'âme. Les hommes sont comme ça. Les partis politiques, Karl Marx nous l'a appris, sont guidés par les intérêts de classe. Si on ne connaît pas ça, ne parlez pas de la politique. Allez voir d'abord quels sont les intérêts de classe. C'est quoi l'intérêt de classe? L'intérêt de classe, c'est un ensemble de biens matériels, oui. Un ensemble de richesses matérielles, avant même que ça devienne des richesses non matérielles. Ces richesses-là, comment les gens vivent, comment ils génèrent ce qui les fait vivre de manière fondamentale. Quand vous avez compris ça, vous analysez le comportement d'un homme politique. Parce qu'un homme politique sérieux ne va jamais aller contre les intérêts de sa classe sociale. Jamais! Même s'il fait semblant de se lever, il va toujours être attrapé à ça. Tout parti politique a un stock d'intérêts qui le détermine et qui guide sa démarche. Donc, quand dans un milieu inculte, où les gens ne veulent pas acquérir des béabas de la politique et se positionnent comme les analystes, on vit ce qu'on est en train de vivre. Où la palabre, l'injure, le bruit remplace la réflexion. De temps en temps, il faut rester à l'écart de tout ça. Nous sortons justement de cet entretien à la barre avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je demande qu'on ne me souhaite rien. Je fais ce que j'ai à faire, comme d'autres ont fait avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un a dit à Oumyobel de faire ce qu'il a fait. À Wandje, à Moumie, à Mangabel, à Madola, tous ces héros, depuis le monde, les maternités qui... On les a également encouragés, on ne va pas l'oublier. Oui, mais ils n'ont demandé à personne de les encourager. Autorisez-moi de faire ce que je fais. Si les gens estiment qu'ils peuvent le faire, tant mieux. Pour l'instant, ma principale force, c'est ma relation avec mon Père qui est dans le ciel. Dieu, créateur de l'univers et de tous les hommes. Merci beaucoup, Banda Kani, d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du NMP et que vous étiez là pour notre rubrique à la barre. On vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde et surtout mes hommages à votre dame. Merci.